Alors, j'ai jeté un coup d'œil dans ce que vous avez pu faire. Je pense que voilà, vous avez fait de bons progrès, hein, par rapport à, vous voyez, ça avance progressivement, hein, ça avance. Les scores augmentent au fur et à mesure. Donc, je suis confiant que d'ici là, voilà, vous allez vraiment vous stabiliser à des niveaux, à des niveaux qui sont élevés. Alors, ce module, il est, comment vous dire ça? C'est vraiment quelque chose de ce module, il est hyper important parce que vous avez vu, il y a le leadership, les questions de leadership sont traitées dedans, quelque chose qui est très important en gestion de projet. Les questions de communication sont aussi traitées là-dedans. Bon, et accessoirement, quelques problématiques qui sont liées aux différents contrats d'approvisionnement. Et donc, c'est tout à fait logique que, voilà, que pour certaines questions, par exemple, que vous soyez un peu surpris de la réponse qui est choisie. Donc, je pense que cette session va nous permettre de pouvoir discuter et, voilà, échanger sur ça définitivement. Alors, je vais afficher le travail de Karine. Mais sinon, c'était pas très difficile, non, dans l'ensemble. Peut-être que c'était plus il y avait des ambiguïtés, j'imagine, peut-être. Non, c'était quand même assez facile quand même. Ah, OK. Great, 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 great. OK. Donc, ça, c'est le devoir de Karine. Karine, tu as fait 68%. Donc, c'est pas mal. C'est intéressant. Alors, on va parcourir. Bon, je pense qu'ici, ça c'était très clair. Donc, les styles de management de projet ont évolué. À l'heure actuelle, les nouvelles approches visant à optimiser les ressources et comprennent. Alors, effectivement, aujourd'hui, en gestion de projet, la problématique de la gestion des ressources devient de plus en plus préoccupante. Vous savez pourquoi, n'est-ce pas? Parce que dans une entreprise, les ressources sont limitées alors que les besoins sont nombreux. Donc, il va falloir trouver un équilibre entre les besoins et les ressources. Et c'est même d'ailleurs toute, toute la philosophie, hein, de la science économique. Quand on parle de science économique, c'est vraiment les problèmes d'allocation des ressources. Donc, quand on se trouve dans un contexte où les ressources sont limitées et que les besoins sont nombreux, il faut vraiment mettre en place des mécanismes d'optimisation. Et ces mécanismes d'optimisation, on les retrouve aussi en gestion de projet, notamment dans le contexte de la gestion des ressources. Donc, de plus en plus aujourd'hui, il y a des méthodes de gestion des ressources. Par exemple, est-ce que vous pouvez me citer une méthode de gestion des ressources? Une méthode de gestion des ressources? Toute la collaboration. Hmm, non, pas dans ce sens-là. Pas vraiment dans ce sens-là. Pas dans ce sens-là. Je vais ouvrir mon document. Comment? Je vais ouvrir le film pour voir. Ah, d'accord. Je OK. parle. Vous pouvez aller sur les ressources, hein. Alors, je vous donne quelques exemples. Vous avez le just in time. Vous avez déjà entendu parler du just in time, n'est-ce Ah pas? oui, oui. Mhm. Hmm. Le juste à temps. Vous Oui. avez aussi le Kaizen, qui est une Oui. méthode de gestion des ressources. Vous avez aussi ce qu'on appelle le TPM, Total Productive Method. On a aussi le Theory of Constraint. Donc, voilà quelques exemples de méthodes de gestion des ressources qui sont assez répandues dans le monde de l'industrie. Parce qu'il faut dire que ces méthodes viennent de l'industrie, hein. Et puis, elles sont maintenant customisées, elles sont adaptées dans le contexte du projet. Donc, voilà un peu quelques méthodes de gestion des ressources. Donc, s'il vous plaît, notez peut-être ces quatre choses-là. Le just in time, le Kaizen,
le TPM. Donc, le TPM, c'est le Total Productive Method. Vous avez aussi le Theory of Constraint, qu'on abrège souvent par TOC. Vous allez voir l'abréviation TOC, TOC. Donc, c'est le Theory of Constraint. Vous pouvez faire quelques petits Google là-dessus pour en savoir davantage. En fait, on ne vous demande pas de les connaître par cœur, mais au moins, ce sont des choses que vous devez. C'est une culture générale. Il faut savoir que l'examen PMP aussi, c'est quand même il faut avoir une bonne dose de culture générale. On va vous amener un peu de partout, donc il ne faudrait pas que certaines choses vous paraissent voilà, incompréhensibles. L'intelligence émotionnelle, je pense que ça. Alors, quelqu'un peut nous parler un peu de l'intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle, ça vous dit quelque chose? Hum, Ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas si Mhm, c'est correct. C'est l'art de maîtriser ses émotions, d'agir de façon, comment dire, cohérente mhm. et de pouvoir aussi influencer, bon, les autres. Je sais pas. OK. Oui, ça a du sens. Effectivement, l'intelligence émotionnelle, c'est l'art de se connaître soi-même et de connaître les autres, en un mot, hein. Parce que dans un projet, vous allez collaborer avec les autres, donc il faut les comprendre et aussi comprendre quelles sont vos forces, quelles sont vos limites pour que vous puissiez bien collaborer avec les gens. Donc, c'est ça qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et aujourd'hui, il y a 5 dimensions de l'intelligence émotionnelle que vous devez bien connaître. Donc, il y a la connaissance de soi. Donc, ça, c'est la première dimension de l'intelligence émotionnelle. La deuxième dimension de l'intelligence émotionnelle, c'est l'autocontrôle. Il faut savoir vous contrôler. Ensuite, la troisième, c'est la motivation. La quatrième, c'est l'empathie. On parle beaucoup de l'empathie. Et puis, la troisième, maintenant, c'est ce qu'on appelle les compétences sociales ou bien les compétences voilà, interpersonnelles. Ce sont les 5 dimensions de l'intelligence émotionnelle. Et beaucoup de recherches ont démontré que les équipes projets qui parviennent à développer leur intelligence émotionnelle ou qui deviennent des groupes compétents sur le plan affectif sont plus efficaces. Donc, c'est vraiment une tendance aujourd'hui qui est très reconnue et qu'on demande de développer chez les chefs de projet. Voilà, donc, vous allez beaucoup rencontrer des éléments sur l'intelligence émotionnelle. C'est vraiment quelque chose que je vous invite à, voilà, vous pouvez peut-être faire une petite recherche là-dessus pour l'approfondir. Alors, les équipes auto-organisées, on en a parlé. Les équipes virtuelles, est-ce que quelqu'un peut nous dire un peu un mot sur les équipes virtuelles? C'est quoi les équipes virtuelles? C'est les équipes qui ne sont pas tous localisées au même endroit, Exactement. travaillent avec des situations géographiques différentes qu'il faut gérer. Je ne pourrais pas vibrer. Excellent. C'est ça. C'est ça. Donc, effectivement, ce sont des équipes qui sont euh, distribuées. Elles ne sont pas colocalisées. Voilà. Elles ne sont pas colocalisées. Donc, effectivement, il y a aujourd'hui les équipes virtuelles, ça procure des avantages. Alors, est-ce que vous pouvez me citer quelques avantages des équipes virtuelles? Quels sont les avantages des équipes virtuelles? Mais c'est déjà le fait d'avoir des économies en termes de coûts, Mhm, parce que du moment où on n'est plus obligé de venir à un seul endroit pour travailler, on fait des économies en termes de transport, des économies même en termes de, quand je parle de coûts, en termes de coût de revient de la ressource. mhm. Parce que des ressources locales peuvent être plus chères que des ressources à l'étranger. Donc, les entreprises ont beaucoup d'économies en termes de coûts. L'autre chose, c'est la diversité des expertises, parce que tu peux aller chercher des expertises loin que tu n'auras pas forcément sur place. L'autre chose, c'est la flexibilité dans le travail. Enfin, je trouve que c'est un avantage. Oh. À ce niveau-là, c'est les 3 choses auxquelles je pense tout de suite là. Même si j'ai Vous pouvez d'autres. développer un peu la flexibilité. Ce que j'appelle la flexibilité dans le travail,
c'est le fait de pouvoir travailler avec des personnes qui ont... toi, en tant que chef de responsable de projet, tu partages le travail avec les objectifs, tu partages ce que tu veux faire, mais après, chacun est libre d'organiser son temps comme il le veut par rapport à sa réalité, pour pouvoir faire le travail, parce qu'on fonctionne plus en termes de livraison, d'objectifs à livrer, que de coordination vraiment rigide, où tout le monde doit être là à 8h, à 9h. Déjà, tu peux déjà même pas gérer ça comme ça, parce que les gens sont dans des fuseaux horaires différents. Donc, c'est ce que je mets dans flexibilité. OK. Donc, je partage ton point de vue hein, sur les coûts là. C'est vrai que quand on a une équipe distribuée, ça permet de faire des économies sur les déplacements. Ça permet aussi de faire des économies en termes de loger des gens. Donc, ça, c'est bien. Il y a des aspects économiques qui sont très intéressants dedans. Tu as également évoqué l'accès à des expertises qui ne sont pas forcément présentes localement. Donc, ça aussi, c'est bien. Maintenant, pour la flexibilité, bon, je pense que ça dépend. Il faudra relativiser parce que même si on est dans des équipes distribuées, parfois, on peut être appelé à respecter un certain nombre d'horaires qui sont fixés. Voilà. C'est pas parce qu'on a une équipe distribuée qu'automatiquement, on travaille de façon à ce que voilà, on nous donne notre liberté, on regarde uniquement les livrables. Mais bon, c'est quelque chose qui peut, voilà. Pour moi, ce n'est pas spécifique aux équipes virtuelles. On peut aussi avoir les mêmes choses avec des équipes qui sont colocalisées. On peut avoir cette flexibilité-là, en fait. Voilà. Maintenant, il y a un autre avantage aussi, et ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment prendre en compte. Et je ne sais pas si vous avez vu l'abréviation DEI ou bien ESG. On en parle beaucoup maintenant. Diversité, équité et inclusion. Voilà, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui dans nos environnements professionnels. Et la gestion des projets n'est pas en marge de cela. Donc, les équipes virtuelles favorisent aussi l'intégration, la diversité. Vous voyez un peu, parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez créer de la diversité dans votre équipe, grâce aux équipes virtuelles, vous pouvez le faire. Ça vous donne des possibilités de pouvoir accéder à des gens de minorités qui ne sont pas forcément là où vous êtes. Vous voyez un peu. Donc ça, c'est un aspect important. Et l'exemple qu'on peut donner, c'est aussi en termes des personnes à l'intégration des personnes à mobilité réduite. Vous voyez un peu. Parce que quand vous avez quelqu'un qui a un handicap, parfois, une manière de pouvoir l'intégrer facilement dans le travail, c'est de lui donner la possibilité effectivement d'intégrer une équipe virtuelle. Donc ça, c'est très intéressant. Maintenant, en termes de difficultés, quels sont les challenges ou les défis que vous voyez quand on est en équipe virtuelle? Les défis, ça pourrait être la synergie d'équipe. Comment créer une bonne synergie d'équipe? Parce que c'est beaucoup plus facile quand on est en présentiel, en face-to-face. En tout cas, quand on se rencontre, c'est plus facile de créer rapidement une synergie que quand les gens sont à distance. C'est ça. Ça, c'est bien. Donc, je mettrai aussi un autre mot dessus, c'est la communication, parce qu'il est très difficile de communiquer quand on est en équipe virtuelle. Donc, la communication est beaucoup plus difficile. Comme nous le savons tous, la meilleure forme de communication, c'est la communication en face à face. Maintenant, quand on n'est pas en face à face, malgré toutes les technologies, hein, il y a quand même des challenges en termes de communication. Ça, c'est très bien. Un autre défi aussi que l'on peut rencontrer en équipe virtuelle. L'efficacité, Dans quel sens? Développer, pouvoir? dans le sens où lorsque les équipes sont à distance, souvent, c'est pas, comment dire, évident d'avoir l'information à temps. Par exemple, si tu fais une demande, je veux telle information pour continuer mon travail. Souvent, avec la distance et tous les aléas de temps, le décalage horaire et tout ça, c'est pas évident d'être efficace rapidement
si, si les autres sont à distance. Alors que sur place, je suppose que si tu as besoin d'une information, tu peux, par exemple, aller voir ton collègue ou bien, je sais pas, ce serait plus facile. Bon, moi, j'ai quelques doutes un peu, hein, parce que il y a des équipes virtuelles qui sont tellement efficaces, plus que les équipes même qui sont colocalisées. Parce que n'oubliez pas qu'il y a les technologies de l'information et de la communication maintenant. Il y Mhm. a les groupes Teams, il y a les groupes WhatsApp, il y a tellement de choses aujourd'hui qui font que les équipes, lorsqu'elles ont besoin d'informations, ça circule vite. Moi, je ne dirais pas l'efficacité, mais je dirais plutôt que il peut avoir des problèmes au niveau des fuseaux horaires lorsqu'il faut se rencontrer, lorsqu'il faut faire des meetings. Voilà. J'ai eu la chance de travailler dans des équipes virtuelles où on avait des Mexicains, des Australiens. Quand tu as une équipe dans laquelle il y a un Australien, sache que ça va être compliqué. Le décalage aurait été quasiment de 10 heures. 10 heures, vous imaginez? 10 heures. Wow. Et donc, ça fait que faire des réunions, c'est difficile. Parce que des fois, quand on veut faire une réunion à 8 heures, heure de quelqu'un, il sera 4 heures du matin chez l'autre. Et ça, c'est compliqué. Mais en même temps aussi, cette différence de fuseau horaire, ça crée aussi un avantage. C'est quoi comme avantage? C'est que on a l'impression que dans le projet, ça travaille 24 heures sur 24. Parce qu'en fait, quand toi, tu vas te coucher, tu as fait ta journée, c'est là qu'un autre collègue va se lever et commencer sa journée. Et donc, il va embrayer sur le projet. Donc, on a l'impression qu'on travaille H24 sur le projet. Maintenant, après, effectivement, le problème que tu viens de soulever peut se poser, c'est, par exemple, si moi, là, je suis en train de travailler et que j'ai besoin d'une information en temps réel, le Mhm. décalage horaire peut faire que toi, tu serais couché à ce moment-là et que tu ne puisses pas me communiquer l'information en temps réel. Donc, effectivement, cette situation-là peut se poser, mais je ne pense pas que l'efficacité elle-même de l'équipe soit remise en cause du fait que nous travaillons à distance. Parfois même, le fait d'être à distance, de travailler en équipe virtuelle, ça booste la compétitivité, mais il faut juste qu'on puisse avoir les bons outils, qu'on puisse bien coordonner le travail et souvent ça fait le job. Maintenant, question pour vous, si vous êtes un chef de projet et que vous avez une équipe virtuelle, conscient de ces défis-là, quelle solution vous pouvez prévoir pour faire face à ces défis? Les communications et les réunions récurrentes, les réunions d'équipe récurrentes. OK. Et s'il y a de gros décalages horaires, vous voyez que vous aurez des problèmes pour que tout le monde participe à ces réunions. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont s'excuser en vous disant, bon, il sera 4 heures du matin chez moi, je ne pourrai pas me connecter à cette réunion, et ainsi de suite. Et ça peut être aussi de mettre en place des groupes de discussion Yeah. comme Teams, où tout le monde est là, où tout le monde peut discuter, tout le monde pourra se connecter au moment où lui, il est disponible. Mais au moins, ça permet aux gens de voir l'historique Super. des messages qu'il y a. OK. Ça, c'est un bon début. Bon Est-ce que début. ça pourra aussi rassembler les équipes entre elles, disons, en fonction de leur géolocalisation? Ça pourrait être une solution, non? Non, ça, si vous faites ça là, vous risquez de créer des dynamiques différentes dans, dans, dans les équipes. Vous risquez d'avoir des sous-équipes. Non, non. Moi, je pense que voici la solution qu'il est idéalement recommandée. Il est recommandé de regrouper les équipes. C'est ce qu'on appelle le regroupement ou la colocalisation. Donc, il faut prévoir, en tant que chef de projet, ça, vraiment, notez-le pour l'examen. Quand on est chef de projet et qu'on a des équipes virtuelles, la solution pour faire face aux défis qu'on peut avoir en équipe virtuelle, c'est d'organiser des regroupements ponctuels. C'est d'organiser des regroupements ponctuels. C'est-à-dire que vous pouvez prévoir 1 ou 2 regroupements dans l'année et comme ça, les équipes se retrouvent. Voilà. Nous, par exemple, c'est ce que nous faisons avec PMI. Nous avons un regroupement chaque année au début.
de l'année, en janvier. Donc, on se retrouve tous. Voilà. Maintenant, c'est vrai que ça va être coûteux. Il faut payer les billets d'avion, il faut payer les hôtels pour tout le monde. Mais c'est très efficace parce qu'une fois que les gens se sont vus, je vous dis, la dynamique, elle est différente. Elle est vraiment différente. Mais les gens qui travaillent toute une année sans jamais s'être rencontrés, franchement, vous ne pouvez pas prétendre créer une dynamique qui soit aussi efficace que si vous prévoyez un regroupement. Donc, prévoyez des regroupements, s'il vous plaît. C'est très important. Donc, on appelle ça colocalisation, regroupement ou encore taille matrix. Vous allez souvent voir c'est écrit comme ça, taille matrix. Donc, si vous voyez ce mot-là, sachez qu'il s'agit tout simplement de la colocalisation. OK, ces rappels-là sont très importants, hein, s'il vous plaît, ne les manquez pas. C'est des choses qui peuvent vous permettre d'avoir de très bons points pour l'examen. Alors, dans la question ici, numéro 2, on dit que vous êtes le chef de projet pour un nouveau projet international et votre équipe de projet est composée de personnes de 4 pays différents. OK. Donc, le management interculturel. La plupart des membres de l'équipe n'ont jamais travaillé sur des projets similaires auparavant. Alors, ce projet a un fort soutien de la direction générale. Quelle est la meilleure chose à faire pour garantir que les différences culturelles n'interfèrent pas dans le projet? Alors, de manière générale, hein, quand vous avez une équipe qui est interculturelle, il faut que vous preniez le temps de faire connaître la culture de chacun aux autres. Ça, vraiment, commencez déjà par retenir cela, s'il vous plaît. Chaque fois que j'ai une équipe interculturelle, je dois avoir le réflexe de me dire comment est-ce que je peux faire en sorte que Karine, qui vient du Bénin, qu'elle puisse comprendre la culture de Patrice, qui vient du Cameroun, ou bien de Alex, qui vient de, je ne sais pas moi. C'est primordial. Parce que comprendre la culture des uns et des autres nous permet de pouvoir mieux échanger avec eux, de pouvoir mieux collaborer. Vous voyez pourquoi on nous inculque la culture canadienne. Nous venons, nous, de notre côté avec notre culture, mais chaque fois, on essaie de t'inculquer la culture canadienne, on essaie de te présenter un peu comment il faut te comporter quand tu es ici, tu vois, un peu. Voilà. Parce que ça permet de résoudre énormément de problèmes. Donc, c'est de ça qu'il s'agissait dans cette question-là. Il faut que tu essayes de trouver le moyen de faire comprendre la culture des autres à chacun. Tu comprends un peu mieux, Karine? Je comprends très bien ça. Mais quand je dis qu'il faut aussi savoir comment, il faut aussi faire attention aux mots et les précautions quand on parle aux gens. Enfin, j'ai choisi ça parce qu'on parlait de culture. J'ai dit, comme on ne sait pas ce qui est vert chez certains et rouge chez d'autres, définitivement, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais bon, je comprends. Et quoi de mieux? Quoi de mieux que de comprendre la culture des autres? Si tu comprends la culture des autres, tu sauras qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, qu'est-ce qu'il faut dire. Tu vois un peu? C'est ça. Mais on est dans le même esprit, mais sauf que la réponse qu'on a, la bonne réponse englobe ta réponse. Englobe ta réponse. Mais retournons ça que connaître la culture des autres, c'est très, très important. Alors, une ressource affectée à votre projet vous contacte pour essayer d'être retiré de votre équipe. Alors, la personne est intéressée par un autre projet et elle aimerait aller dans ce projet-là. Et on vous demande quelle est la meilleure chose à faire. Alors, toi, tu as dit libérer après qu'il ait trouvé un remplaçant convenable. Alors, j'aimerais t'écouter là-dessus. Pourquoi tu es allé dans cette logique-là? Mais je suis allée dans cette logique parce que c'est un fait qu'il ne veut plus être chez moi, il veut aller dans une autre équipe. Donc, on ne peut pas l'empêcher de partir. Ça, c'est sûr. Mais il faut quand même que moi, mon projet évolue. Il faut que moi, mes projets évoluent. Donc, les travaux que lui, il a l'habitude de faire, soit il faut que je trouve quelqu'un en interne qui est prêt à reprendre ce travail-là. La plupart du temps, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est de trouver qui peut reprendre le travail que la personne qui est en train de partir fait. Mais, ou alors de trouver quelqu'un à l'externe qui ait aussi les capacités de pouvoir le faire. C'est pour ça que j'ai choisi cette réponse-là.
Donc, j'étais un peu gênée quand on a dit après qu'il ait trouvé. J'aurais aimé qu'on dise qu'après qu'on ait trouvé ou bien que l'équipe ait trouvé. Mais c'est le qu'il est. Mais je me dis, bon, c'est quand même l'une des choses. Donc, toi-même, donc, ça veut dire qu'il faut que tu enlèves ça. Ça veut dire que toi-même, tu dois enlever cette option-là directement. Je n'étais pas... Mais je n'étais pas à l'aise avec parler au responsable fonctionnel de le libérer de ses engagements, mais parce que c'est trop facile. Si je parlais que je le libère, moi, je fais quoi de mon projet? C'est le responsable fonctionnel qui va te trouver parce que dans une boîte, dans un projet, les ressources sont à la disposition du responsable fonctionnel. Donc, c'est lui qui va te retrouver la ressource. C'est comme ça. Tu comprends un peu? On ne demande pas à une personne de trouver une autre... Non. Si toi, aujourd'hui, tu veux quitter ton travail, tu vas voir le responsable des ressources humaines, tu dis, bon, moi, je vais démissionner, je vous donne mon préavis. Jamais le responsable des ressources humaines va te dire, bon, il faut voilà, que tu me trouves une personne qui va te... Non, ça ne se fait pas. Même, ça se fait en Afrique. Hein? Moi, j'ai vécu ça récemment, là. J'ai vécu ça récemment. Les gens m'ont cité des points, ils me disent qu'il faut que tu nous trouves quelqu'un pour faire ci, pour faire ça. Mais c'est votre job. C'est votre job. En fait, je suis d'accord quand tu dis qu'au fait, c'est le responsable fonctionnel qui doit trouver la personne pour le remplacer. Je n'avais pas vu cet aspect-là. C'est lui. C'est lui. Parce que sinon... OK. Moi, Alors, j'ai eu la même réponse que Karine. Parce que Ah, moi, ici, je n'ai pas considéré le fait qu'on est dans une structure fonctionnelle. Je me suis dit, si c'est le chef de projet qui décide totalement, le responsable fonctionnel n'a pas, disons, n'a pas de décision à prendre par rapport à la décision de trouver des ressources. Oui, c'est ça. Donc, je me suis dit, OK, on va les libérer, puis trouver un remplaçant. Donc, c'était un peu ça ma logique. Bref. OK. Ça peut tenir la route, mais il faut juste que vous preniez aussi en compte que tu ne peux pas demander à quelqu'un qui part de te trouver, que lui-même il trouve la ressource. Ce ne serait même pas cohérent, en fait. C'est-à-dire que c'est son ami, il va t'amener peut-être son ami. Quelle sera l'objectivité dans ça? On ne sait pas. Est-ce que la personne qui va trouver a le profil pour faire le job? En fait, il y a tellement de questions qui se posent, en fait. Tellement de questions. OK. Alors, un chef de projet, de nouveau dans les fonctions de chef de projet, prend en charge un nouveau projet. Donc, vous venez de prendre un nouveau projet. Quel est le meilleur moment pour aider les personnes qui travaillent sur votre projet? Alors, non, Karine, non, tu ne peux pas dire que lors du démarrage seulement, ton job, c'est de supporter ton équipe every time. C'est pas pourquoi tu as pris ça. Ils ont dit le meilleur moment. Pour moi, c'est déjà au début, c'est le meilleur moment. Après, tu supportes, c'est vrai, tout le temps. Mais tu commences par le début. Non, mais c'est every time. Hein. Ça, toi, ton job, c'est de t'occuper de ton équipe de projet. Et ça, c'est le meilleur moment, c'est pendant tout le projet. Toi, comment tu as réfléchi à ça, La Patricia? planification, lors de la planification du projet, parce que je me suis dit, c'est à la planification, on essaye d'organiser tout, donc certainement les équipes vont essayer de constituer les équipes à ce moment-là. Donc, ouais, je dis tout au long du projet. Okay. Non, c'est tout au long du projet. Alors, je vais vous dire d'autres choses aussi qui se font tout au long du projet. Identifier les risques. Ça, ne tombez jamais dans le piège de penser que ça se fait à la planification seulement. Parce qu'effectivement, le processus est positionné à la planification, mais ça se fait tout au long du projet. Donc, identifier les risques tout au long du projet. L'autre chose aussi qui se fait tout au long du projet, c'est identifier les parties prenantes. C'est tout au long du projet. Même si ça commence au démarrage, mais ça doit se faire tout au long du projet. Donc, chaque fois que vous serez en phase de ce type si on vous demande quel est le moment idéal pour identifier les parties prenantes, ne dites pas au démarrage du projet, mais dites c'est tout au long du projet. Tout au long du projet. OK, on va essayer de continuer avec ça. Alors, tac, tac, tac. Ici, tu as trouvé. Donc, vous travaillez sur un projet important
de construction qui avance selon les références de base. OK, l'utilisation des ressources reste constante et votre patron vient de vous décerner un prix pour votre performance. Donc, la performance ici, c'est quoi? C'est que le projet avance selon les références de base. Alors, l'un des membres de votre équipe revient d'une réunion avec le client et vous informe que ce dernier n'est pas satisfait de l'avancement du projet. Quelle est la première chose que vous devriez faire? OK, that's good. Rencontrer le client. C'est ça. Pour avoir plus de détails, pour savoir c'est quoi le problème. Je pense que là, il n'y a pas de discussion, n'est-ce pas? Alors, dans quelle étape de développement de l'équipe les membres sont-ils susceptibles d'être indépendants? OK, oui, c'est... Alors, c'est le fameux... Alors, please, allez bien revoir le cycle de vie de Tuckman. Je pense que j'ai peut-être une photo que je peux vous partager. Elle est assez intéressante concernant le cycle de vie de Tuckman. Une seconde, je cherche la petite photo là. J'avais une photo que j'avais trouvée quelque part. Voilà, that's one. OK. Je vous partage ça tout de suite. Téléchargez là parce que je ne sais pas si je vais me rappeler de la mettre dans le truc, mais ça peut être intéressant pour vous. Ça montre un peu quel est le style que vous devez adopter pour chaque phase et ainsi de suite. Je trouve que c'est pas mal. Tu as mis ça où? Je mets ça ici rapidement dans la conversation. Je vais essayer de voir si j'arrive à glisser ici l'image. Je vous l'envoie par... Je l'ouvre, je vais vous l'envoyer par mail parce que là, j'arrive pas. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à mettre le truc dans... Est-ce que vous voyez la photo? Je l'ai envoyé par mail. Non, je ne l'ai pas encore envoyé. Je vais d'abord la partager ici et après je vous Non, là, l'envoie. on ne voit pas encore la photo. OK. Parce que j'ai essayé de mettre ça dans le chat là, mais apparemment, j'arrive pas à attacher. Vous voyez la photo? Oui, là, c'est bon. Et on la OK. voit. Voilà. Voyez ici, on dit informing stage, little agreement on clear purpose, guidance and direction. Donc ici, voilà, on ne sait pas encore très bien comment le projet est. Donc les gens sont encore indépendants. C'est ce que ça veut dire. Indépendant, ça veut dire qu'il n'y a pas encore d'attachement entre les membres de l'équipe. Donc, guidance and direction, c'est le style de management que vous devez utiliser. Vous devez être directif. Directif, ça veut dire quoi? Vous donnez des ordres. Vous dites, faites ci, faites ça. C'est comme ça. Maintenant, quand on est dans la phase de turbulence, il y a des conflits. Là, maintenant, par contre, le projet commence à être un peu à être plus clair pour les uns et les autres. Et c'est là maintenant que vous allez voir quoi? Vous allez voir des guerres de pouvoir. Chacun va vouloir se positionner. Parce que c'est comme ça hein, dans les équipes. Les gens veulent chercher à se positionner. Et puis, donc, là, maintenant, vous devez être un coach. Il faut être un coach. Dans la phase de normalisation, là, maintenant, on commence à avoir plus de consensus, d'accord? Les rôles et les responsabilités deviennent plus clairs pour tout le monde. Là, maintenant, tu dois commencer à être un facilitateur. Hein, tu commences à devenir un facilitateur. Alors, au niveau de la performance, là, maintenant, tout est clair concernant la vision du projet. On est focus maintenant sur les objectifs. Là, maintenant, tu délègues. Tu dis, bon, faites le job. Moi, je suis derrière, je regarde. Et puis, quand l'équipe arrive à sa dissolution, là, on est tous contents d'avoir réalisé des choses hein, pour le projet. Et là, maintenant, le style de management, c'est quoi? C'est la reconnaissance. Voilà, tu essaies
de valoriser les gens. C'est un peu ça. Donc, cette image-là, je vous l'envoie, s'il vous plaît. Gardez un œil dessus. Je trouve qu'elle est assez intéressante pour vous expliquer un peu les caractéristiques de chaque phase du cycle de vie de Tuckman, mais aussi quel est le style de management qu'on doit adopter pour chaque phase. Je pense qu'il est aussi dans le PMBOK ou bien. Ah, vous l'avez mis dans, il y a aussi dans le PMBOK, hein? Super. Oui, j'ai vu ça dans le PMBOK. Attends, je vais. Super. Page 338, PMBOK 6. OK. Excellent. Très bien. Excellent. Donc, lisez bien ça, s'il vous plaît. Ce truc de Tuckman, là, ça peut vous sauver la vie, je vous assure. Ça peut vous sauver la vie. Sauver la vie. Alors, question pour vous. Imaginez que vous avez une équipe, hein, et après 6 mois, il y a un nouveau membre qui rejoint l'équipe. Alors, à quelle phase du cycle de vie de Tuckman vous serez? On reprend au début. Exactement, c'est ça. C'est ça. Voilà, ça reprend au début. Donc, chaque fois qu'un nouveau membre arrive, c'est le point de, voilà, on repart à zéro. That's great, that's great. C'est bien. C'est bien. OK. Donc là, il n'y a pas trop de soucis. Et je vous dis, voilà c'est ce type de questions que PMI développe le plus à l'examen, les questions centrées sur les personnes, voilà, et les processus. Il ne faut pas penser que, parce que je vois beaucoup de gens parfois se préoccuper, je ne sais pas calculer ceci, je ne sais pas calculer cela. Si tu ne sais rien calculer, ça ne te gêne même pas. Ça ne va pas influencer ta capacité à passer l'examen PMP. Mais si tu ne sais pas gérer les gens, si tu ne connais pas tes process, ah, là, tu es mort pour l'examen PMP. Tu es mort. Alors là, je pense que ça c'est facile, hein, théorie X. Donc, voilà. Je pense qu'on peut avancer là-dessus. Ensuite, ici, on vous demande de fournir. OK. Alors, ici, c'est plus une question liée au code éthique et de déontologie de PMI. Ça, c'est quelque chose que nous allons traiter aussi. On en a déjà parlé un peu avec les 4 valeurs, responsabilité, honnêteté, équité et tout ce qui va avec. Alors, concernant la responsabilité, nous avons le devoir de signaler des comportements non éthiques. Ça, je pense que c'est quelque chose à laquelle vous êtes habitué. Si vous êtes au courant d'un comportement non éthique d'un de vos collègues, ou vous devez le signaler. En Afrique, on considère que c'est de la délation. Voilà. Certains pensent que c'est de la délation, mais non, c'est de la responsabilité. Et c'est d'ailleurs pourquoi, pour éviter les représailles, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des représailles, il y a des systèmes voilà, pour reporter ces choses-là de façon anonyme. Je pense que vous en avez dans vos boîtes, n'est-ce pas? Les Vous en sondages, par avez? exemple. Les Comment? sondages. Les sondages. Non, un Oui, sondage, c'est non? pas ça. Un sondage, c'est peut-être pour mesurer le niveau de satisfaction à un moment donné. Mais ici, je parle plutôt imagine par exemple que tu, tu as remarqué qu'il y a un collègue à l'hôpital qui vole les médicaments et qui va les vendre dans le circuit noir. OK? Comment tu fais? En fait, soit il y a des... à la ville de Gatineau, c'est plutôt une personne qui est identifiée au niveau des ressources humaines, qui est votre représentant, à qui tu peux envoyer un courriel pour dire ce genre de choses. Mais cette personne a la responsabilité, de garder cela anonyme, même s'il veut remonter, de le traiter, mais sans jamais dévoiler d'où vient l'information. D'autres manières, mais et là, il peut avoir de la subjectivité parce que si jamais cette personne est amie à l'autre, ben, en fait, on n'a pas confiance que l'anonymat sera préservé à 100%. Par contre,
il y a des boîtes aux lettres dans certaines entreprises qui sont mises à certains endroits où tu peux aller y glisser une note de manière vraiment anonyme. Personne ne sait que tu allais glisser. À un moment donné, les RH vont récupérer toute cette note-là et les traitent. De toute façon, on ne sait pas d'où ça vient, mais l'information est passée. C'est ça. C'est à ça que je voulais venir. Il y a des systèmes d'anonymat, en fait. Voilà. Donc, il y a même des mails qui sont... tu peux utiliser un mail anonyme. C'est-à-dire que c'est un mail où tu écris à partir de ce courriel-là et on ne saura pas qui a écrit, en fait. Et là, tu peux reporter. Oui, c'est des systèmes d'anonymat qui sont mis en place pour cela. Si c'est via la technologie, là, c'est C'est ça. pas fiable. Ah, c'est pas fiable, hein? Ah, tu En peux fait, retracer. Vite. oui, toujours. Tout ce qui est lié à la technologie, il n'y a pas d'anonymat. Ah, On peut tout retracer. waouh, 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 waouh. Donc, ça, il faut Ça, oublier. ok, C'est impossible de dire qu'on ne peut pas retracer. ok. Mais dans ce cas-là, ce que tu fais, tu écris ce mail-là sur un autre ordinateur dans une autre ville. Non, mais tu te connectes avec un compte, non, pour écrire ce courriel. Avec quel compte tu te connectes? Non, justement, ce compte-là, c'est un compte anonyme. Tu Oui, mais n'écris pas avec ton compte. oui, ce compte anonyme, quand tu t'es connecté là, Oui, tu te connais, donc tout le monde a le compte et le login et le mot de passe. Il n'y a oui. pas de problème. Donc, tu es allé dans une autre ville, tu es allé sur un ordinateur public Mhm. et tu t'es connecté à ce compte-là pour pouvoir envoyer ce. C'est Oui, compliqué. Juste pour aller dire quelque chose, aller dans une autre ville. oui. Parce que quand tu me dis qu'on peut retracer, je me suis dit que, OK, on peut voir l'IP, quelle est l'adresse IP, on Oui. peut peut-être voir aussi, parce qu'effectivement, toutes nos machines là, voilà, elles ont des adresses MAC, donc on peut savoir de quelle machine le truc a été écrit. Oui, Parce que si tu fais ça, effectivement, la dernière information qu'ils auront, c'est l'ordinateur où ça a été fait. Donc, ils pourront aller jusqu'à là. Mais ils c'est ne ça. sauront pas qui l'a fait si. Mais bon, je trouve que c'est se compliquer la vie pour eux. Ah, c'est pour éviter les représailles. Si tu veux éviter les représailles, ne dis rien, reste chez toi. Non. Ah, Vous savez, il y a des gens, ils vont toujours tout dire, hein, ils ne peuvent pas se... Voilà, ils vont... Ouais, surtout ici, j'ai remarqué que les Québécois, ils ne parlent jamais, mais ils vont, disons, rapporter ce qui se Oui, passe. oui, Ils ne vont jamais te dire, ah, tu fais tellement, tu vas souvent oui, entendre ton nom quelque part. oui, Ils sont bizarres, en fait. oui, oui, oui. c'est Non, c'est une culture, hein. le conseil. Reporter des comportements non éthiques, c'est une culture chez les anglo-saxons. Mais Hmm? c'est pas que c'est non seulement non éthique. Hein. Ici, là, c'est du bateau. Si c'était seulement sur le non éthique, c'est correct, c'est professionnel, c'est de la responsabilité. Même sur des choses qui n'ont rien à voir avec eux, ils reportent, mais avec leur interprétation de la chose, c'est pas évident. C'est pire que Non, des là, ça Africains. devient compliqué. C'est pire que des Africains. Aïe! Oui. Ah, Le premier conseil que ma sœur m'a donné ici, c'est quelle que soit la personne avec qui tu parles, que ce soit blanc ou noir, ce que tu lui as dit, en fait, tout ce que tu sors de ta bouche, sois consciente que tu dois pouvoir le justifier et dire que c'est toi qui l'as dit. Même si tu lui dis c'est pour toi, garde pour toi, ça peut apparaître quelque part. Fais très attention. Ouais. le télétravail est mieux alors, hein. Oui, oui. Quand tu es en télétravail, ça va être difficile On de j'attends. rester. Donc oui, effectivement, dans ce cas, le télétravail est mieux. Mais bon, c'est vraiment dommage. Bon, la 9 là, c'est bon, hein, MacGregor, je pense que vous êtes Mhm. familier avec ça. Alors ici, technique de résolution des conflits, donc vous voyez, c'est le fameux modèle là. Donc le compromis, c'est le lose-lose. Lose-lose. Bon, je pense que tout le monde comprend ce que c'est que le compromis, mais ici, on dit vous devrez tous les deux renoncer à quelque chose pour résoudre le problème. Donc, on est bien dans le compromis, le lose-lose. Je lâche un peu. C'est ce qu'on appelle couper la poire En deux. en deux. Voilà, on coupe la poire en deux. Bon, nous, est-ce qu'on connaît même les poires? Peut-être couper la... Mais on utilise l'expression. C'est couper En quoi, le foufou? On va couper la boule de foufou en deux. fait, Hein, c'est mieux.
Donc, c'est ça le compromis. Alors, vous connaissez les autres, n'est-ce pas? Évitement, lissage, accommodement. C'est bon? C'est Mais des le choses qu'il lissage faut n'est pas une connaître. gestion le lissage n'est pas une méthode de gestion de conflit. Si? Le lissage, Oui. C'est moi j'ai vrai vu que de ressources, mais c'est j'ai vrai pas. que tu anticipes un peu parce qu'effectivement, on a quelque chose sur l'échéancier qu'on appelle le lissage. Oui, Mais aussi, il y a le lissage. Des ressources. J'ai plus le lissage dans les les ressources. ressources, oui, c'est ce que Gestion des j'ai lu ressources et hier, tout. lissage des Pas lissage. ressources. Mais j'ai pas lu de lissage au niveau de la gestion des conflits. OK. Mais c'est qu'il y a un mot qui s'accommode à lissage. Alors, laissez-moi vous le dire vite fait. Le lissage, c'est lequel? On a le lissage au niveau Ah oui? oui, oui, on a le lissage au niveau de la résolution au niveau de l'optimisation des ressources. Ça, je suis d'accord avec vous. Il y a une Oui. technique, il y a deux techniques d'optimisation des ressources. C'est le lissage et c'est alors la deuxième, c'est le lissage et le nivellement. Voilà. Mais vous avez aussi le lissage comme technique de résolution des conflits. Je vous partage rapidement ça, vous allez voir. En fait, c'est un synonyme d'une technique que vous connaissez. Hein. Regardez, vous voyez ici, acceptation / lissage. OK. Donc, c'est ça qu'on appelle aussi l'accommodement. Donc, c'est quoi? Ok. Mettre en avant les points d'accord plutôt que les différences, concéder la position d'une personne. Vous voyez? Mais je suis d'accord avec vous, hein, le mot lissage, dans le contexte de la résolution des problèmes, on peut l'utiliser, mais on l'utilise aussi dans le contexte de l'optimisation des ressources. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Quelle est la plus mauvaise technique parmi toutes ces techniques? Évitement pour moi. Oui. Oui, c'est ça. C'est effectivement ça. Pourquoi? Parce que l'évitement, pourquoi est-ce que c'est la mauvaise? Ça ne règle pas le problème. Il va juste l'empirer avec le temps. Voilà, c'est ça, c'est ça. Il ne règle pas le problème. Mais bon, de temps en temps, on peut l'utiliser le temps de trouver quelque chose, quoi. Voilà. OK, on revient à notre document. Ouais, que c'est pas si compliqué que ça, hein, finalement. C'est pas si compliqué que ça. Alors, vous créez un plan de gestion de projet. Comment le chef de projet doit utiliser les récompenses? Alors, les récompenses, ça aussi, c'est voilà quelque chose que vous devez vraiment capitaliser pour le projet. J'imagine que dans vos projets, il y a des systèmes de récompenses, n'est-ce pas? Les récompenses doivent obéir à des normes. Alors, je vais peut-être partager quelque chose avec vous. Première chose que les récompenses, sur laquelle les récompenses doivent être basées, c'est quoi? Les récompenses doivent être planifiées à l'avance. Ça, c'est la première chose. Il ne faut jamais improviser les récompenses dans un projet. Non, on planifie. Dès le début du projet, tu planifies déjà de dire, je vais récompenser les membres de mon équipe de projet. Deuxième chose, les critères doivent être objectifs et communiqués à l'avance. C'est-à-dire que dès qu'on démarre le projet, on doit être capable de dire, bon voilà, nous avons des récompenses que nous allons octroyer aux membres de l'équipe. Voici les conditions. Comme ça, dès le début du projet, tout le monde est conscient de comment les récompenses seront distribuées et aussi quels sont les critères qu'il va falloir respecter pour les avoir. Troisième chose, enfin, sur les récompenses, il faut privilégier les récompenses qui sont collectives. Ça, c'est très important. Privilégier les récompenses collectives au détriment des récompenses individuelles. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si vous privilégiez les récompenses individuelles, ça peut créer une compétition malsaine dans le cadre du projet et ce ne sera pas bénéfique au projet. Vous comprenez? Donc, voilà quelques
quelques considérations qu'il faut prendre en compte concernant les récompenses. Alors, et aussi, il faut que les récompenses soient spécifiques au projet parce que sinon, ça ne va pas. Voilà. Très bien. Donc, je pense que ça, c'est des choses qu'il faut rapidement prendre en compte. Alors, cette question, elle est intéressante et effectivement, la bonne réponse, c'est créer le journal des points à traiter. Alors, c'est quoi le journal des points à traiter? Vous pouvez m'expliquer un peu ce que c'est le journal des points à traiter? C'est un registre où on enregistre, désolé, registre où on enregistre tous les points qui ressortent lors des réunions, souvent c'est lors des réunions, et qui doivent être adressés à un moment donné. Peut-être pas tout de suite, mais on les met dans ce registre pour ne pas les oublier. La plupart du temps, ce n'est pas lié à une activité précise, parce que si je prends par exemple un livrable qu'on livre, il y a des tests à faire, on a le registre des tests où on a les résultats, où on peut suivre. Mais souvent, c'est des points qui sont d'autres, s'ils sont vraiment transversaux au niveau de tout le projet, mais qui sont importants pour la réussite du projet. Donc, on les enregistre, on les liste quelque part, on définit quand est-ce qu'on va la traiter et qui sera responsable de les traiter. Et on revient dessus, on fait une revue de ces points-là pour savoir si on n'oublie rien. OK. Très bien, c'est ça. Maintenant, j'aurais juste, si on doit remplacer le mot point par un autre, ce serait quoi? Quel synonyme tu peux donner au mot point? Décision? Non, On a des décisions c'est différentes. non, c'est problème. Tâche. Non, Ok. problème. Parce qu'en fait, dans un projet, il y a des problèmes que l'on rencontre. Donc, tous les problèmes dans un projet doivent être documentés dans un journal qu'on appelle le journal des points à traiter. En anglais, on dit issue log. Parce que c'est plus compréhensible en anglais. Hein. Issue, on sait que c'est un problème. Vous voyez un peu. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Dans la version 5 du PMBOK, effectivement, on parlait de issue log. C'était traduit en journal des problèmes majeurs. Journal des problèmes majeurs. Maintenant, après, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que quand le PMBOK 6 est arrivé, les gens qui ont traduit le PMBOK 6, ils ont changé la traduction de issue log par journal des points à traiter. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on garde à l'esprit que les points dont on parle ici, ce sont les problèmes. Voilà. Donc, ici, donc, si vous regardez la question parle effectivement d'un certain nombre de problèmes qui sont rencontrés. On dit de nombreux lots de travail sur le projet ont été achevés avec succès et le commanditaire a fait certaines recommandations pour des améliorations. Le projet progresse selon l'échéancier pour respecter une date limite, machin. L'activité 14 de marge est menée par 4 personnes. 2 autres membres de l'équipe expérimentée sont également mis à disposition pour aider si besoin. Le chef de projet reçoit un appel indiquant que 3 autres membres de l'équipe essayent de se dérober. Voilà. Parce qu'ils pensent que celui-ci sera un échec. Lorsque le chef de projet examine la situation, il se rend compte que ces membres de l'équipe ont des problèmes majeurs qui n'ont pas été résolus. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut documenter ces problèmes-là dans le issue log et les traiter. Parce qu'en fait, tout fonctionne comme si un problème qui n'est pas dans le issue log, c'est comme s'il n'est pas identifié et donc on ne peut pas le traiter en fait. Donc, il faut que systématiquement, tous les problèmes soient identifiés et mentionnés dans le issue log pour qu'ils puissent faire l'objet d'un traitement. Donc, c'est vraiment très important ce issue log. Je veux préciser, non pas Oui, préciser, je vais clarifier vas-y. quelque chose dans ma tête. Mhm, Dans notre procédure à nous, dans la mhm. gestion du projet, on a un registre des risques. Oui. Le registre des risques, dedans, effectivement, on met tout ce qui est risque négatif, risque positif. Mais on a Mhm, une troisième catégorie, parce que quand tu regardes dans la type de risque, il y a 3 mhm. choix. Moi. Il y a opportunité, il y a menace et il y a aussi problème. Je t'explique pourquoi il y a problème, mais tu vas me dire peut-être que c'est moi on n'a pas bien réfléchi à cette partie-là. Mhm, Lorsqu'un risque est identifié chez nous à n'importe quel moment du projet, il est mis comme catégorie opportunité, une menace, les deux. mhm, Mais lorsque le risque survient, c'est à ce moment qu'on transforme la catégorie en problème. mhm. Ce qui fait qu'à tout moment, quand on trie notre registre, quand on trie sur la catégorie problème, c'est ceux qui sont réellement arrivés. Mhm. Maintenant, C'est est-ce ça. que ça veut dire que
normalement, dans le risque, on devrait juste le garder lorsque ce n'est pas encore arrivé, lorsque ça devient une réalité, on le transfère dans le registre des problèmes. Je ne sais pas si tu Alors, comprends la question. je comprends très bien. C'est vraiment un bon point que tu poses. Alors, la première chose, le registre des risques, il est vraiment différent du journal des problèmes. Oui. Donc, il faut garder les risques dans le registre des risques et les problèmes, les garder dans le registre dans le journal des problèmes. Alors, quand on parle de risque, on parle d'un événement incertain qui est censé se produire ou ne pas se produire. Et maintenant, je suis parfaitement d'accord avec toi. Dès qu'un risque se produit, là, il n'est plus un risque, il devient un problème. C'est Et ça. donc, dans ce cas-là, il faut implémenter voilà, une solution pour résoudre le problème. Mais cela étant dit, les bonnes pratiques de gestion de projet voudraient qu'on distingue les risques des problèmes. Les problèmes font l'objet d'un traitement, d'une documentation dans le journal des points à traiter, et tandis que de l'autre côté, on va avoir les risques à part entière. En tout cas, ça, c'est la bonne pratique, hein. C'est ce qu'il faudrait conserver pour l'examen PMP. OK. Dans une logique de l'examen PMP, c'est un peu comme ça qu'il faut aborder cela. OK. Alors, 14, vous avez entamé le processus de planification de votre projet de générateur électrique biomasse de 32 millions de dollars lorsque l'on vous informe que votre compagnie a été reprise par une firme japonaise. Alors, vous vous êtes battu pour satisfaire les exigences des parties prenantes légales, techniques et commerciales, bien que l'équilibrage en ait contrarié certaines. Parmi les propositions suivantes, sur quoi devez-vous? Alors, ici, vous avez été piégé parce que vous avez vu firme japonaise et là, vous avez pensé au Kaizen. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous parler un peu du Kaizen? C'est quoi le Kaizen? Tu as dit ça tout à l'heure, c'est une méthode d'optimisation des ressources. C'est une méthode de Voilà. gestion des ressources. Oui, oui. En fait, le Kaizen, il faudra un peu vous documenter là-dessus. Le Kaizen signifie amélioration continue. C'est un peu ça, ça vient du Japon. Donc, il faut s'améliorer, voilà, il faut tout le temps faire en sorte qu'on gagne en compétences. C'est ça le Kaizen. Alors, mais ici, c'est pas ça. Ça ressemble un peu au lean management ou bien c'est différent? Alors, le lean, on va dire que le lean, par contre, c'est une méthode aussi qui est plutôt basée sur éviter les gaspillages. Parce que quand on parle de lean startup, lean management, on parle surtout d'éliminer les gaspillages. C'est pas vraiment la même chose, hein. C'est pas vraiment la même chose, mais bon. Le Kaizen, par exemple, je te donne un exemple. Vous avez entendu parler du PDCA, la roue de Deming? Voilà, Plan Do Check Act. Voilà. Le Plan Do Check Act, ça fait partie effectivement de ce qu'on appelle le Kaizen. Donc, on est dans une logique d'amélioration continue. Alors que le Lean Management, c'est une approche qui consiste à éliminer tout ce qui est superflu, tout ce qui est gaspillage. Voilà. Normalement, je ne sais pas si je vous ai mis ça dans le mindset agile. Normalement, vous avez ce qu'on appelle les 7 déchets de Popendiek. Je vais peut-être trouver le lien sur les 7 déchets de Popendiek. Popendiek. C'est-à-dire que selon Popendiek, en fait, il y a un certain nombre de choses Il a C'est un corrigé. japonais? C'est un Popendiek, japonais aussi ou bien? bon, je ne sais pas trop de quelle nationalité il est. Japonais. Je ne sais pas trop de quelle nationalité il est. Voilà, les 7 gaspillages du lean. Voilà. OK. Et je vous donne le lien. Essayez de checker ça parce que ça fait partie d'une philosophie, hein. Alors, la philosophie du lean, c'est quoi? On veut éviter 3 choses. Muda. Muda qui signifie waste. Bon, c'est le terme japonais muda
Moura et Mouri. Donc, on parle de Mouda, Moura et Mouri. Donc, c'est ça la logique du Lean. Après, vous regardez ce lien-là, ça peut... C'est juste des éléments de culture que vous devez connaître. Hein. Est-ce que ça va apparaître à l'examen? Est-ce que ça pourrait apparaître à l'examen? En tout cas, ça fait partie de la qualité. Tout ce qui est gestion de la qualité, oui, c'est des choses que vous pouvez avoir à l'examen, oui. En tout cas, il faut connaître les 7 déchets de Popendieck. Si c'est tellement de choses peuvent venir à l'examen, tu ne peux même pas t'en rendre compte. Comment les gens font pour avoir l'examen là? Non, ils se forment et ils travaillent comme ce que vous êtes en train de faire, vous allez le réussir. Ceux qui le ratent, c'est parce qu'ils ne se sont pas bien préparés et peut-être ils n'ont pas aussi l'état d'esprit de l'examen PMP. L'examen PMP, c'est tout un état d'esprit. Hein. On aura l'occasion d'en parler quand on va se rapprocher de l'examen. Mais il faut d'abord bien être préparé. La confiance en soi, c'est très important. La gestion du temps, c'est très important. La façon d'aborder les questions de l'examen, c'est très important. Donc, tout ça, c'est vraiment... voilà. Donc, alors, ici, en fait, pourquoi est-ce que c'est les retards de l'échéancier? Alors, on dit que vous avez entamé le processus de planification pour votre projet générateur lorsque l'on vous informe que votre compagnie a été reprise. Alors, vous êtes battu pour satisfaire les exigences des parties prenantes, techniques, commerciales. Alors, ici, il y a plusieurs éléments de réponse. Alors, vous avez fini la planification. Donc, normalement, après la planification, il faut donc commencer l'exécution du projet. Et donc, si il y a une reprise, ça veut dire que ça va peut-être retarder le démarrage, l'exécution, le lancement de l'exécution du projet. Donc, ça veut dire que ce que vous avez planifié là, vous risquez de votre référence de base risque d'être revu parce que une reprise, ça va demander par exemple de reprioriser votre projet et ainsi de suite. Donc, il se pourrait que votre projet soit en retard. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la logique derrière. On a fini la planification, Mais on doit démarrer. Ils n'ont pas dit qu'on a fini la planification, ils disent qu'on a entamé la planification. Bon, on a entamé, oui, on a entamé. Donc, ça veut dire que oui, ça veut dire que même si on a entamé, que l'on ait fini ou pas, tu vois que on risque d'avoir des retards. Je suis d'accord. On risque d'avoir des retards. Oui. On n'a pas fini la planification, on a entamé. On risque effectivement d'avoir des retards. Mais ici, les mesures on ne parle même pas encore de qualité, parce que la qualité, ça, c'est vraiment quand tu commences à livrer tes livrables. C'est vrai que tu en prends compte au moment de la planification, mais la question de la qualité ne va pas. Ce que tu dois te poser pour le moment, est-ce que même ce projet va se faire? Parce que c'est ça, hein? Je ne sais pas, chez vous, vous avez des maires. Quand on dit la ville de Gatineau, c'est un maire qui est à la tête. Oui. C'est par élection, n'est-ce pas? Oui. OK. Toi, est-ce que tu as déjà vécu le passage d'un maire à l'autre? Ça n'a pas d'impact sur moi. OK. Sur les projets, tout ça? Parce qu'un maire, lui, il est en haut, il est côté exécutif, mais après, il y a toute une structure avec un directeur général qui, lui, n'est pas élu. Le directeur général, c'est une organisation complètement à part entière. Wow. Et en haut, le maire, c'est le directeur général qui lui répond. Donc, quand il y a les programmes du maire ou de la mairesse viennent peut-être bousculer un peu, mais la gestion est complètement, je ne veux pas dire autonome, mais il n'y a pas d'impact sur moi. OK, je vois. Il y a des trucs majeurs, effectivement, que la mairesse promet et qu'ils peuvent décaler certains projets, mais en général, non, la gestion est complètement distincte. N'a pas d'impact. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une structure technocratique à l'intérieur. Wow. Qui est la mairesse, elle a un lien comme ça vers le directeur général, mais le directeur général, c'est lui qui gère toute l'organisation. Wow. Une entreprise dans la mairie. Dans la mairie, wow. Oui. Je ne pense pas que ça fonctionne comme ça en Afrique. En Afrique, c'est...
En Afrique, le maire change, tout le monde change. Oui, c'est le maire. Ça n'a rien à voir avec le maire. Le maire vient, il amène tous ses neveux, ses nièces. Non, 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 non. OK. Ah, that's great. Ça, c'est Non. bon à savoir. C'est ça que je pense qu'il y a une certaine continuité dans les activités. Oui, c'est ça. Ouais. Mais j'imagine qu'un nouveau maire peut changer le directeur général, j'imagine. Hein? Non. Mhm. Le directeur général est recruté comme moi avec un processus de recrutement bien planifié, des entrevues, des blablabla, blablabla, etc. Il ne peut pas venir. Il a un mandat ou bien il est là jusqu'à ce qu'il parte à la retraite? Non, il a un mandat. La plupart du temps, c'est des gens qui restent quand même un certain temps, à moins que même aient d'autres aspirations professionnelles, mais ils restent un certain temps avec des mandats qui sont renouvelés, etc. OK, that's great. C'est un modèle peut-être que nous devrions étudier hein, pour voir en Afrique. Là. Ça permettrait d'arrêter de mettre de l'émotion et comment je vais dire? Du politique. Du politique. Voilà, il n'y a pas de politique à la... On pense qu'il y a de politique à la mairie, mais non, ça reste vraiment au niveau des élus et des maires, hein, mais eux, ils ont comment je vais dire, leur casserole à eux là-bas. Non, c'est ça. Sur nous, non. Okay. Pas beaucoup. C'est une entreprise dans une entreprise. OK. C'est vraiment bon à savoir ça. Alors, ici, bon, le chef organise une rencontre. Bon, c'est la technique de résolution des conflits, donc la collaboration. On écoute le point de vue des autres, on essaie de trouver la solution. Donc, c'est la même chose encore ici, parce que résolution des problèmes, son synonyme, c'est collaboration. Donc, c'est ça qui revient encore ici. Résolution des problèmes, résolution des conflits. Rassure-moi, ce n'est pas la même chose. Hein. Non, résolution des conflits, en fait, la résolution des problèmes, c'est une technique de résolution des conflits. Attends, je remets ma diapositive que j'avais peut-être ici. Vous voyez ici? Donc, ça, c'est les techniques de résolution des conflits. Tu vois? Quand on résout les conflits. Maintenant, à l'intérieur, tu as la résolution des problèmes. OK. Collaboration ou résolution des problèmes. Collaboration ou résolution des problèmes. Qu'on appelle aussi la confrontation. Donc, collaboration, confrontation, résolution des problèmes, c'est, voilà, ça va dans le même ordre d'idée, en fait. OK. C'est bon, hein? Oui. OK. Donc, très bien, on va avancer vite là, parce qu'il nous reste beaucoup de questions. Donc, le travail débute. Bon, Esbern, je pense que tout le monde comprend le principe de Esbern, n'est-ce pas? La théorie des deux facteurs. Les facteurs environnementaux et tout. Non, les facteurs d'hygiène et les facteurs de motivation. OK. Donc, Esbern dit qu'il y a deux facteurs qu'il faut prendre en compte quand on cherche à comprendre le degré de motivation. Il y a le facteur d'hygiène qui est un facteur d'insatisfaction, mais pas de motivation. Ça veut dire que si on a satisfait ce facteur, la personne n'est pas pour autant satisfaite. Mais si on ne satisfait pas ce critère, la personne sera insatisfaite. Maintenant, les vrais facteurs qui vont satisfaire une personne, c'est les facteurs de motivation, qui sont basés notamment sur quoi? Qui sont basés sur la valorisation des individus. Donc, les individus aiment se sentir valorisés. Donc, ils aiment être reconnus, ils aiment être promus. Voilà. Donc, c'est ça la théorie des Esbern, la théorie des deux facteurs. C'est comme ça qu'on l'appelle aussi. Alors, ici, ça n'a pas marché. On dit le chef de projet évalue les besoins en ressources du projet et les données historiques des projets précédents. Grâce à ces informations, le chef de projet examine comment obtenir des ressources pour le projet dans un délai de 6 mois. Laquelle des propositions suivantes
serait l'action préventive la moins efficace? Alors, tu as dit montrer au commanditaire les informations et expliquer son inquiétude. Moi, je pense qu'ici, ça va être efficace parce que tu as besoin de ressources. Alors, tout le monde, vous savez à quoi correspond le mot commanditaire? Peut-être que ça, c'est peut-être le problème aussi. C'est pas le sponsor? Oui, oui, voilà, c'est le sponsor. En fait, c'est comme ça que le mot sponsor est traduit en français dans le PMBOK. C'est traduit par commanditaire. Donc, il faut savoir que c'est le sponsor qui a la responsabilité de fournir les ressources au projet. Donc, ici, si vous avez des inquiétudes concernant les ressources de votre projet, donc en parler avec le sponsor, moi, je trouve que c'est utile. Ça peut être efficace. Hein. Il faut lui expliquer vos inquiétudes par rapport aux ressources, vous comprenez? Par contre, ce qui ne sera pas efficace, c'est de lui montrer un histogramme des ressources. Peut-être que là, c'est la question qu'il faut se poser. C'est quoi un histogramme des ressources? Voilà. C'est ça la question. C'est quoi un histogramme des ressources? C'est l'organigramme? Non, non, c'est pas la même chose. L'organigramme, c'est l'OBS. C'est l'OBS. C'est pas la même chose. Moi, je Voilà. voudrais plutôt, disons, une représentation des ressources avec, comment dire, leur niveau d'utilisation Oui, et aussi la fréquence et aussi disons, les membres de l'équipe qui utilisent telles ressources. C'est un peu comme ça que je vois ça. oui, oui. En fait, l'histogramme des ressources montre euh, comment les ressources sont utilisées sur le temps. Par exemple, si tu veux montrer à je sais pas moi, si tu fais le reporting sur ton projet, tu peux montrer aux gens comment est-ce que les ressources ont été utilisées le mois passé. Donc, c'est un diagramme en bâton où on aura une représentation de l'utilisation des ressources. Alors, peut-être que je vais histogramme des ressources. Donc, les besoins en ressources par intervalle de temps sont présentés donc sous la forme d'un histogramme. Donc, définition de l'histogramme des ressources, c'est un graphique à barre verticale représentant pour un intervalle de temps donné, donc ça peut être le mois, ça peut être le trimestre, la charge de travail totale assignée à une ressource spécifique. Hein, c'est ça l'histogramme des ressources. Donc, je reprends. C'est un graphique à barre verticale représentant pour un intervalle de temps donné la charge de travail totale assignée à une ressource. Voilà. Donc ici, ce n'est pas ça qui va vous permettre de résoudre votre problème. Hein. Voilà. On dit le chef de projet évalue les besoins en ressources du projet. Hein, et les données historiques. Grâce à ces informations, le chef de projet examine comment obtenir assez de ressources pour le projet dans un délai de 6 mois. Voilà. Donc, demander aux responsables fonctionnels leurs avis, oui, parce que c'est eux qui détiennent les ressources. Identifier les métriques à utiliser comme signal d'avertissement indiquant les ressources qui ne sont pas disponibles, oui. Montrer aux commanditaires les informations, expliquer son inquiétude, oui. Mais s'assurer que les responsables fonctionnels ont une copie de l'histogramme des ressources, ça ne vous sera pas vraiment utile pour dégager à quel moment il faut, voilà, pour obtenir vos ressources, en fait. Alors, parmi les éléments suivants, lesquels ont tous outils et techniques maîtriser les ressources? Bon, je pense qu'il fallait juste regarder votre processus. Hein. Il y a un processus qui s'appelle maîtriser les ressources. Voilà. Il fallait regarder les outils et techniques. Donc, parmi les éléments suivants, lesquels ont tous des outils et techniques du processus maîtriser les ressources? Alors, faire une revue de performance, négocier pour l'obtention des ressources, utiliser les techniques de résolution des conflits. Ici, il faut juste, quand vous posez des questions sur les processus, s'il vous plaît, n'hésitez pas à ouvrir et regarder le processus. Hein. Alors, 20, je pense qu'ici, c'est bon. Hein. 21. Donc là, on parle des communications maintenant, donc mener les activités nécessaires à la stratégie de communication.
Alors, 22, ce processus consiste à assurer de manière appropriée et en temps utile la collecte. Excuse-moi, est-ce qu'on peut revenir Oui, sur la question 19? Parce oui. que tu disais qu'il fallait regarder les processus. Dans le PMBOK, je me rappelle de cette question-là, les termes n'étaient pas, disons, similaires. Il fallait un peu analyser, quoi. C'était pas pareil. Parce que tel qu'énoncé dans le PMBOK, c'était plus des titres, comment dire, plus significatifs. Et là, tu as essayé de changer. Je pense que c'est ça qui nous a un peu embrouillé. Je sais pas si à l'examen, est-ce qu'on donne les termes même du PMBOK ou bien ce sont des termes, disons, on va dire négociation au lieu de peut-être communication, quelque chose comme ça. Les termes vont changer ou bien on va donner les termes nominatifs même du PMBOK. Non, pas exactement. Parce que je t'explique, hein, le gars qui écrit une question, voici comment on écrit une question de l'examen. Peut-être que ça peut vous permettre de comprendre. Donc, pour écrire une question de l'examen, tu commences d'abord par identifier un problème. Donc, quand tu identifies le problème, maintenant, tu essaies de créer une histoire pour mettre ton problème dans le contexte. Et une fois que c'est fait, maintenant, tu essaies de voir les options de solution par rapport à ce qui pourrait se faire dans la vie réelle. Donc, c'est très difficile de pouvoir utiliser exactement les termes que tu as dans le PMBOK. Donc, ça, ce n'est pas forcément comme ça. Donc, tu peux retrouver des termes, mais qui ne sont pas exactement ce que l'on a dans le PMBOK. Donc, il faut faire attention à cela, en fait. Faire attention à cela. Parce qu'ici, on dit parmi les éléments suivants, lesquels sont tous des outils et techniques du processus maîtriser les ressources. Donc, ce que tu dois faire, tu pars dans le processus maîtriser les ressources, tu regardes les outils et techniques et normalement, tu verras parmi les options suivantes là, laquelle correspond à tous les outils qui sont dedans. Maintenant, les mots peuvent changer un tout petit peu. Ils peuvent changer un tout petit peu. Mais bon, ça, c'est les questions qui ne sont pas suffisamment représentatives de ce que tu auras à l'examen. Alors, donc ici, qu'est-ce que je disais? On était rendu ici. La collecte, la création, la distribution, le stockage. Bon, ça, c'est gérer les communications. Parce qu'on dit collecter, créer, distribuer. On n'est pas dans la planification, là. En On fait, n'est pas... Oui. ce qui m'a trompé, consiste à assurer de manière appropriée et en temps utile. Parce que à assurer, pour moi, quand je dis je vais m'assurer en temps utile que je vais pouvoir le faire, c'est que je suis en planification, je suis en train de mettre en place comment je vais le faire après. Mais ce que je peux te donner, oui, vas-y, termine, s'il te plaît. Donc, je disais juste, c'est comme ça, moi, j'ai compris la question. C'est que je suis en train de planifier comment est-ce que je vais assurer en temps, quand le moment viendra, telles activités. C'est comme ça, moi, j'ai compris la question. C'est pour ça que j'ai Oui, mis... je vois. Mais il faut juste peut-être quelque chose qui peut vous aider. Sachez que quand on parle de planifier la gestion des communications, on parle ici de définir la stratégie de communication. Et donc, généralement, la stratégie de communication, c'est quoi? La stratégie de communication, c'est, par exemple, à quelle fréquence on va communiquer, quel est le format auquel on va communiquer, comment est-ce que les communications seront envoyées aux parties prenantes. C'est un peu ça, ce que nous appelons ici la, 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 la planification des communications. Mais à partir du moment où on collecte, on distribue les données, on les stocke, on est plus dans l'exécution là. Et même, vous voyez, ici, on dit le suivi, parce qu'il faut savoir que le suivi se fait concomitamment avec l'exécution. Vous voyez Mais un si, peu, donc. justement, si le suivi, ce n'est pas la gestion, c'est plutôt la maîtrise, ou bien? Oui, ça se fait concomitamment. Je sais, mais ça aussi, ça m'avait perturbé. Je me dis, mais s'il y a le suivi dedans, ça veut dire qu'on ne peut plus être en gestion, on est en maîtrise. Mais en fait, c'est qu'il y avait les deux. Et il n'y avait pas une réponse option qui disait gérer et maîtriser. Ouais. Donc, Mais là, tu te rapproches plus. Ce que tu fais, tu peux partir juste du principe que le suivi se rapproche plus avec l'exécution que la planification. Donc, du coup, je m'oriente vers le process qui est dans le groupe d'exécution plutôt que celui qui est dans la planification. OK. Alors, ce processus consiste à satisfaire les besoins en information. Oui, c'est gérer les communications. Satisfaire les besoins, ça, c'est gérer les communications.
il y a quelque chose que vous devez faire chaque fois. Quand vous prenez un processus, hein, n'hésitez pas à aller dans le PMBOK. Généralement, la première phrase du processus explique en quoi consiste le processus. Ici, maîtriser les communications, ce n'est pas ça. Quand on dit satisfaire les besoins en information des parties prenantes, là, on est dans gérer les communications. Mais maîtriser les communications, c'est autre chose. C'est évaluer la stratégie de communication et éventuellement la mettre à jour. Éventuellement. Bon, ici, c'est bon. Je pense qu'on peut passer. Patrice, tu regardes ton côté. Si il y a une question ici, par exemple, que Karine trouve et que toi, tu rates, peut-être tu m'arrêtes pour qu'on regarde. Parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, 25. OK, ça, c'est 90%. Alors ici, les malentendus peuvent être limités, mais pas éliminés grâce au 5C. Alors, toutes les réponses suivantes renvoient au 5C, sauf. Alors, est-ce que vous avez cherché un peu les 5C? Moi, j'ai Oui, pas moi, cherché. j'ai cherché, j'ai trouvé en anglais et c'est contrôle que je ne retrouvais pas en fait. Genre, il n'y avait OK. pas ça. Je me suis dit, OK, c'est. Je Tu comprends peux pas nous pourquoi donner les ici. 5C que tu as trouvés? J'ai fermé la page, non? Bon, sinon, c'est pas grave. Pourquoi moi j'ai pris ça? Ça veut dire que toi et moi, on a eu la même réponse, Patrice. Oui. Cohérent, contrôle. Parce que moi, je me dis, un message doit être concis, il doit être cohérent, il doit être ciblé aussi parce qu'on doit savoir à qui on adresse le message. C'est pour ça que moi, j'ai enlevé ciblé. Comme on a dit sauf, je me suis dit ciblé, le message, on doit savoir à qui on ne peut pas envoyer un message en l'air. Il faut qu'il soit à quelqu'un. Donc, pour moi, ciblé, ça faisait partie des 5C. Pareil aussi, hein. Bon, j'ai retrouvé les 5C. Clear, concise, completely request, curious, compassionate. Et je prends le premier. Le premier, c'est? Clear. OK, clair, oui. Après, c'est concise. Oui. Concis. Après, c'est complete request. OK. Est-ce qu'ils ont décrit un peu dans le... Oui, ils ont décrit, mais en Ils disent que anglais, c'est là. quoi? Completely request say once you make a request for change, you are in negotiation after communicating the issue. Provide the person with a suggested solution that you will be happy with. Genre, c'est OK. un peu. If you feel shut down and dismissed in the meeting whenever you bring your area of expertise into consideration. Ensuite, le 4. Look at curious. Mhm. Listen to what the other person needs. Once you make a request, be curious about what the other person issue and objective are and what they might need to fully your request. OK. Et le dernier? Moi, j'ai trouvé en français. Compassionate, make an attempt to understand the other person, listen carefully to their feedback, and put your own assumption aside. OK. Donc, Karen, tu dis que tu es en français. Donc, en français, Oui, donne-nous les 5C. Les 5C, c'est des règles claires, des règles constantes, donc concises, des règles concrètes, des règles cohérentes et des règles conséquentes. OK. Donc, ici, on cherche le sauf alors. Oui, c'est le sauf qu'on cherche. Donc, si on prend ici le premier cas, concis est bien là, n'est-ce pas? Oui. Oui. Cohérent aussi. Oui. Ciblé. Ciblé, là, je ne sais pas. Attends, concrète. On dit, je vais lire les règles concrètes. Je ne sais pas si c'est ça qui est concrète. L'énonciation des règles et votre formulation lors d'intervention doivent exprimer simplement et le plus précisément les comportements désirés, sans possibilité de mauvaise interprétation. Ça pourrait être ciblé. Il est aussi très important de favoriser l'expression des concepts positifs plutôt que d'utiliser de la négation. Ça, c'est le concret. OK, mais ciblé veut tout simplement dire que ça s'adresse à une population bien précise. Hein. C'est ça. C'est pour Donc, ça que je dis ici, que le message qu'on envoie, ça devrait être ciblé.
Oui, mais est-ce que tu as vu ça dans les 5C? Je n'ai pas vu ça dans les 5C. Voilà. Mais je n'ai pas vu contrôle non plus. Oui, maintenant, peut-être contrôle, c'est... Correct aussi, il n'y en a pas. Correct, concis, clair. Oui. Donc, ici, vous avez choisi concis, cohérent et contrôle. En partant du principe que contrôle n'existe pas, c'est bien ça? Oui. Oui. OK. L'intelligence des 5C. Attends, je vais regarder encore ça pour voir si j'ai une autre explication des 5C. Rédiger avec la règle des 5C. Ah, tu vois? En respectant les 5C, vous pourriez... Bon, dans les 5C, il y a correct, complet, clair, concis, cohérent. Il y a aussi cible, contenant, contenu, contexte et compétence. En fait, les 5C renvoient à la cible, au contenant, au contenu, au contexte et à la compétence. OK. Attends, je vais envoyer ce lien-là. Donc, cible, ça, c'est bien dedans, n'est-ce pas? Bien dedans. Okay. C'est dans le lien que je viens d'envoyer sur le chat. Le titre, c'est rédigé avec la règle des 5C. Correct, complet, clair, concis, cohérent. Donc, lequel n'est pas alors? C'est la même chose que c'est contrôle qui n'est pas dedans. Communiquer. Donc, ça veut dire que c'est vous qui avez la bonne réponse? Yeah, ça fait 2 points en plus. C'est vous qui avez la bonne réponse. Donc, il faudra corriger ça alors. OK. Alors, le 27, c'est bon ici. 28, chaque projet étant unique, l'équipe projet devra adapter l'application de chacun des processus parmi les considérations relatives à la sauf. Alors, tu as pris gestion des connaissances. Bon, je pense qu'on adapte en fonction des connaissances qu'on a dans l'organisation. On adapte en fonction des parties prenantes, en fonction de l'emplacement géographique, en fonction du niveau de connaissance qu'on a de l'entreprise, mais beaucoup moins avec les méthodes de communication. 29, 30, c'est bon. 31, c'est bon. 32, les sources d'informations habituellement utilisées pour identifier et définir les exigences du projet en matière de communication présentent tout. Alors, c'est les parties prenantes, hein, s'il te plaît. Quand tu veux fixer les exigences de communication d'un projet, c'est en fonction des exigences des parties prenantes, qui peuvent donc comprendre un certain nombre de choses, mais on définit le plan de gestion des communications en fonction des besoins des parties prenantes. 33, c'est bon. 34, c'est bon. 35, c'est bon. 36, 37. Alors, 38, laquelle des réponses suivantes est une caractéristique fondamentale du modèle de communication interactive? Interactive. Donc, la communication interactive, c'est la communication en temps réel. Alors, tu as choisi quoi? Il est composé de 3 étapes. Bon, je pense qu'on peut avoir une communication interactive, mais qui est basée aussi sur les 3 étapes-là, hein. Oui. C'est pour ça Non, que... mais Codage, transmission, décodage. non, mais c'est pas ça qui fait l'interactivité. L'interactivité, c'est avoir la possibilité voilà, de pouvoir réagir en temps réel, en fait. OK. Parce Après, qu'en fait, tu j'ai peux fouillé, encoder, transmettre et décoder sans que ce ne soit interactif. Tu comprends? interactif. OK. Je pense que Karine a essayé de répondre avec ses connaissances parce que moi, je suis allée lire et puis il y avait clairement dans la définition, c'était écrit le besoin, il reconnaît le besoin de garantir que le message a été compris. Ah oui, c'est ça, c'est ça. C'est à quelle page tu as trouvé ça? Je pense que c'est quand tu tapes les modèles de communication, on va te sortir émetteur, récepteur. Après, je pense qu'il y a ça,
modèle de communication interactive, tu vas voir la différence. Parfait. C'est vraiment un modèle qu'il faut maîtriser, s'il vous plaît. Si vous pouvez laisser tous les autres modèles, mais quand même le modèle émetteur-récepteur, il faut prêter la plus grande attention. Alors, dans le cas du processus de communication, la responsabilité de l'émetteur, voilà, ça aussi c'est très important. Quelle est la responsabilité de l'émetteur? Quelle est la responsabilité du récepteur? Voilà. Alors, la responsabilité de l'émetteur, c'est de s'assurer que le message est clair, complet et qu'il est correctement interprété. C'est-à-dire, quand tu communiques avec une personne, toi, en tant qu'émetteur, tu dois vraiment t'assurer que ton message est clair, qu'il n'est pas incomplet, que tu as toutes les informations dedans. Et tu dois aussi confirmer que la personne a bien compris. C'est d'ailleurs pourquoi, vous voyez, quand nous parlons, on n'hésite pas à dire « tu as compris », tu vois, un peu parce que tu es du côté de l'émetteur. Maintenant, le récepteur, quant à lui, doit accuser réception de l'information. Voilà, parce que quand tu reçois une information, tu dois... C'est même pourquoi parfois dans les mails, si quelqu'un te sollicite et que tu n'as pas la réponse à l'instant, il y a des personnes qui préfèrent répondre seulement quand elles auront ce qui est demandé. Et donc, de l'autre côté, l'émetteur ne sait pas si le récepteur a reçu l'information. Donc, je pense que du point de vue du récepteur, tu dois faire en sorte que lorsque tu reçois l'information, que tu puisses confirmer que l'information a été bel et bien reçue. Donc, ce que je vous invite à faire, s'il vous plaît, il faudra aller dans le Pinbox 6 et bien chercher quelles sont les obligations de l'émetteur. Ça, c'est dans le modèle émetteur-récepteur. Quelles sont les obligations de l'émetteur? Quelles sont les obligations du récepteur? Parce que souvent, vous avez besoin de ça pour résoudre les problèmes de communication dans les projets, s'il vous plaît. Donc, le 40, on est correct. 41, 42. Alors, 43, OK. Vous avez un approvisionnement complexe à faire dont le contenu n'est pas bien défini. Vous cherchez un vendeur qui pourrait résoudre ce problème en vous proposant une solution technique. Alors, la solution technique, ça, il faut savoir que c'est le request for proposal. Hein? Request for proposal. Quand on parle de solution technique. Maintenant, si on demande le prix, là, on est dans quoi? Quotation. Voilà, request of quotation. Pourquoi moi Maintenant, j'ai quotation? Parce qu'on a dit que le contenu n'était pas bien défini. Normalement, quand tu es déjà dans l'appel d'offres ou dans le request for proposal, c'est que tu as un contenu bien défini et le fournisseur il répond par rapport à ce contenu. Mais quand tu me dis que le contenu n'est pas bien défini, donc je cherche des informations complémentaires, pour moi, je suis dans information. Mais ici, ce qui doit primer, c'est que tu cherches une solution technique. En fin de compte, on dit vous recherchez un vendeur qui pourra résoudre ce problème. Oui. Parce que vous avez déjà trouvé la solution à votre manque d'informations. Vous auriez pu demander des informations, c'est vrai, mais ici, vous avez demandé une solution technique. Donc, à partir du moment où on parle de la solution technique, il s'agit d'un request of proposal. On a déjà eu les informations. C'est ça. On cherche ici le request of proposal. Maintenant, un request of information, ce sont des informations d'ordre général. On ne précise pas vraiment s'il s'agit de la solution technique qu'on cherche ou pas, en fait. C'est peut-être ça qu'il faut prendre en compte. Donc, vous avez le request for quotation, ça c'est le prix. Request for proposal, ça c'est la solution technique. Request for information, donc on veut s'informer de manière générale. Alors, il y a aussi il y a quel autre request? C'est les trois. OK. Puis on a le invitation for bid qui est l'appel d'offres lui-même. OK. Alors, 44, cette catégorie de contrat prévoit le paiement au vendeur de tout coût réel légitime encouru pour le travail fourni, majoré d'honoraires représentant le profit du vendeur. Elle doit être employée si un changement important du périmètre du travail est prévu lors de l'exécution du contrat. Alors, ici, pourquoi tu as choisi pièces et main-d'œuvre?
En fait, j'ai choisi PSME2 à cause de la partie où ils ont dit qu'ils rajoutent. Mais non, quand j'ai relu après, j'ai vu que j'avais tort. Ah, ok, Oui, voilà. non, j'ai vu, quand j'ai relu mes réponses, j'ai repris, j'ai vu que j'avais tort. Mais ce qui m'avait induit en erreur, c'est quand ils ont majoré d'honoraires représentant le profit du vendeur. Parce que pour moi, pièce et main-d'œuvre, c'est la solution hybride où tu Oui, as, la partie forfaitaire et tu as oui. ensuite des rajouts qu'on fait pour du remboursable. Donc, quand ils ont mis majoré d'honoraires, je me suis dit, OK, c'était peut-être la partie remboursable qu'ils ont rajouté. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Mais après, j'ai vu que c'était faux. Parce que le contrat pièce et main-d'œuvre, ça signifie juste que on est rémunéré en deux parties. Il y a une partie qui est, il y a une partie qui est fixe et une autre partie qui est variable. Par exemple, si tu as un commercial, ton commercial, tu peux lui payer voilà, un forfait et maintenant, en fonction de ses performances, il aura une commission. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le, le, le contrat à prix, voilà, le contrat pièce et main d'œuvre. Mais ici, en fait, on parle d'honoraires. Donc ici, il s'agit parce qu'on te rembourse ce que tu payes, ce que tu as supporté, et puis maintenant, on te paye un honoraire en fonction de ta performance. Donc, on est dans le contrat en régie. Hein. Parce que dès que tu vois un remboursement là, c'est même toi qui as attiré mon attention l'autre jour, Oui, n'est-ce pas? oui. Voilà. Donc, quand on voit un remboursement, on est dans le contrat en régie, là. Pas pièce et main-d'œuvre. Oui. Donc, le 45, on est correct. Et les contrats, là, c'est quelque chose, je pense que, bon, vous êtes habitué au contrat, donc vous pouvez, voilà. Mais c'est quand même quelque chose faut bien regarder. Je ne dis pas qu'il y a énormément de questions là-dessus, mais c'est des choses qui peuvent, voilà. Ça peut vous sauver la vie, hein, de connaître ces contrats-là. 46, on est bon. 47, on est bon. 48, on est bon. 49, on est bon. Alors, est-ce que vous avez lu le document que je vous ai envoyé sur le PTA? Moi, je ne l'ai pas encore lu. Ah, il faut le lire, s'il vous plaît. Mais je n'ai pas compris pourquoi ce n'est pas 125 000 et c'est 124 000. Alors, vous travaillez sur un contrat. Travailler sur un contrat, les informations liées à ce contrat sont coût cible, profit cible, prix cible, ratio, plafond. Vous avez effectué les travaux à un coût de 120 000. Quel est le prix final du contrat? Alors, explique-moi un peu comment tu as fait pour trouver tes 124 Les 000. 125 000. Non, En oui, tu as choisi 125 000, oui. 125 000, oui. En fait, le coût cible, c'était 100 000. On ajoute le profit de 10 000, ça fait 110 000. Donc, le prix cible, ça correspond à 110 000. Et Mhm. maintenant que le coût cible a changé, on est passé de 100 000 à 120 000. Donc, pour moi, si je passe à 120 000, je vais ajouter mon profit cible que je voulais mettre. Ça me fait 130 000. Or, on a dit que j'ai un prix plafond de 125 000 que je ne peux pas dépasser. C'est pour ça que moi, j'ai mis 125 000. OK. Et Patrice, comment toi, tu as résolu le problème? Moi, j'ai mis 120 000 parce que Mhm. je me suis dit, à coût fixe, c'est Alors, disons, moi, ce que je voudrais vous proposer, Mhm, je vous propose qu'on ait une séance là-dessus. mhm, Prenez le temps de lire le PTA, s'il vous plaît. mhm, Vous lisez le PTA et puis c'est quand même un point qu'il faut qu'on regarde, vous comprenez? mhm. Voilà. Donc, ma réponse n'est pas juste. Mais 124 000, là, c'est quoi l'explication? Oui, oui, c'est ce que je dis. Si tu lisez d'abord le PTA et puis on va revenir sur cette question et OK, puis ça marche. on va la développer. OK, Parce qu'il faut que vous lisiez d'abord le PTA, s'il vous plaît. OK, OK, Mhm. ça marche. Alors maintenant, comment on s'organise pour la semaine prochaine? Est-ce que vous voulez on marque un break, comme ça vous faites l'évaluation pour les 4 modules qu'on a fait, ou bien vous voulez qu'on fasse aussi le module 5? Bon, et Patrice, on va continuer à parler. bon, moi, j'aurais dit peut-être on fait le PTA, comme c'est pas assez, j'ai vu ces 3 pages, on peut revoir ça ensemble et
on fait l'évaluation et on corrige. OK. Et on reprend la semaine d'après parce que faire tout en une semaine, non? OK. OK. Ça marche. On peut aller sur cette base-là. Il n'y a pas de problème. On peut aller sur cette Et on base. peut aussi rendre les exercices je crois, de la rentabilité, là, ouais, les Ça, et 3. travailler dessus. Oui, Ouais, super. voilà. Ça veut OK. dire que jeudi, c'est quoi notre to-do pour jeudi? Le to-do jeudi, on corrige le PTA. On fait un point sur le PTA. On corrige les exercices sur le OK. PTA. On corrige aussi le truc là. On corrige aussi les exercices sur le choix des sélections des projets. Et puis, on discute des points que vous avez. Et comme ça, Ok. je vous programme l'évaluation dans le jeudi. Le vendredi qui suit. Comme ça, vous avez aussi le week-end pour le faire. On ne va pas se revoir le week-end. Comme ça, on va se revoir le jeudi prochain pour travailler sur le 5e module. OK, ça marche. Ok, ça OK. marche. C'est bon. Est-ce que lorsqu'on va faire l'examen, on aura aussi les réponses comme ici? Oui, oui, vous aurez les réponses. Mais par Mais contre, on ça ne va pas sera avoir... chronométré. Oui, 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 Ok. ce sera chronométré. Par contre, Et, on n'aura pas une session comme ça pour revoir toutes les questions parce que ça va être trop long. OK, mais on ne devrait pas utiliser les documents. Non, OK, ça c'est vraiment, il faut tester là où vous en êtes en fait. OK. Mhm. Tu devais me parler des applications qu'on peut utiliser sur le téléphone pour tester. Je vous fais aussi un mail là-dessus. Je vais vous OK. donner quelques applications qui sont très intéressantes que vous pouvez utiliser. Bien. Oui, 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 oui. C'est des applications que je connais bien. Mhm. OK, d'accord, Mhm. merci. Allez, Ok, vous passez ça un bon marche. week-end, hein. Bon Merci. week-end. On se Bye. voit donc jeudi. Mhm. Oui, Bye. Allez, bye bye. bye.